Le saviez-vous? 25 pilotes originaires du Japon participaient de près ou de loin à un week-end de Formule 1. Et si tout va bien, Yuki Tsunoda pourrait devenir le pilote japonais avec le 3e plus grand nombre de grands prix disputés dans l'histoire de la discipline. Et oui, si vous suiviez la F1 dans les années 2000, vous vous souvenez certainement de Takuma Sato ou de Kamui Kobayashi, puisqu'ils ont, à leur façon, marqué la F1 de leur empreinte. Et bien mine de rien, Yuki Tsunoda est lui aussi en train de faire son trou, tranquillement, sans faire de bruit. Pour sa 3e saison chez AlphaTauri, l'ami Yuki a connu une année mouvementée. Une monoplace vraiment dans le dur au départ, 3 coéquipiers différents, et finalement une progression en toute fin de saison, pour terminer la 2e partie d'année sur une bonne note. AlphaTauri a été l'écurie la plus instable de la grille, et dans cet environnement ô combien compliqué, Yuki Tsunoda a réussi à tirer son épingle du jeu pour conserver son baquet, et prouver à Helmut Marko qu'il mérite d'évoluer une saison supplémentaire en Formule 1. Pourtant, bizarrement, il a connu un exercice sans doute moins marquant que celui de ses coéquipiers, De Vries mis à part évidemment. Lawson s'est magnifiquement illustré, et la majorité des observateurs estiment qu'il mérite un siège en Formule 1. Quant à Ricciardo, il est le favori pour prendre la place de Perez chez Red Bull, si celui-ci venait à être renvoyé. Alors comment analyser la saison de Yuki Tsunoda? Est-il un choix par défaut pour Red Bull ou mérite-t-il vraiment cette prolongation de contrat chez AlphaTauri? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de 20 pilotes en 20 jours, c'est parti. Comme vous en avez désormais l'habitude dans cette série de vidéos, on va commencer par parler des attentes autour de Tsunoda avant le début de la saison. 2023 était une année absolument décisive pour lui. Jusqu'à présent, il évoluait dans l'ombre de Pierre Gasly, qui est, rappelons-le, un monument dans l'histoire de l'écurie Toro Rosso AlphaTauri. En 2021, Tsunoda se fait logiquement éclater, il y a vraiment eu zéro débat. Mais 2022 était un petit peu plus serré. Gasly a gardé l'avantage sur lui, mais on sentait tout de même une belle progression de sa part. Il a pris le dessus à plusieurs reprises, chose absolument inenvisageable une saison auparavant. Le gros problème de Tsunoda, c'était sa concentration. Il a commis des erreurs absolument inadmissibles. Je me souviens par exemple d'un accident avec Gasly à Silverstone, c'était vraiment n'importe quoi. L'objectif de cette saison, c'était de gommer ses erreurs, et de connaître un week-end propre du vendredi au dimanche. Tsunoda est un pilote avec du potentiel, je pense que personne ne pourra dire le contraire. Mais il y avait souvent des accros à un moment donné dans le week-end. Des fois il partait en tête à queue en FP1, une autre fois je me souviens qu'il s'était envoyé tout seul dans le mur après un arrêt au stand, le genre de faute que tu ne veux plus voir après 3 ans en Formule 1. 2023 commençait avec une vraie inconnue pour lui, et cet inconnu s'appelle Nyck De Vries. Le 2e pilote hollandais de la grille débarquait en Formule 1 avec un double statut en quelque sorte. Le statut accordé par les fans, qui pour beaucoup le voyaient comme un simple rookie, et un autre statut accordé par Helmut Marko, qui lui souhaitait qu'il prenne la relève de Pierre Gasly, et qu'il porte l'écurie sur ses épaules en quelque sorte. Je vous en parlais dans ma vidéo sur les 3 autres pilotes AlphaTauri. Je trouve que les attentes de Marko autour de Vries n'étaient pas les bonnes, parce que ce n'est pas réaliste de donner cette responsabilité à quelqu'un qui a roulé une fois en F1 dans sa vie, mais ça, c'est un autre sujet. Il y a un problème peut-être plus important à mettre en avant. Les propos d'Helmut Marko au sujet de De Vries ne sont-ils pas un total manque de confiance pour Yuki Tsunoda? Qu'on aime ou pas Tsunoda, on ne peut que constater sa progression depuis son arrivée en Formule 1. Et à l'aube de sa 3e saison, j'ai du mal à comprendre pourquoi il ne lui a pas offert les clés du camion en quelque sorte. Peut-être qu'il n'est pas assez mature pour assumer ce genre de statut à ses yeux, c'est possible. En tout cas, je trouve que ses dirigeants ne croient vraiment pas en lui. Mais ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Tsunoda a donc abordé cette saison avec pas mal de doutes, parce qu'on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre de Nyck De Vries. Mais finalement, il a largement pris le dessus sur lui. Alors statistiquement, ça ne s'en ressent pas tant que ça, puisqu'il inscrit 2 points contre 0 pour son coéquipier. Ce n'est pas une différence énorme, et peut-être que De Vries l'aurait rattrapé si AlphaTauri lui avait laissé plus de temps. Mais en qualif, on est sur du 8-2, pareil en course, et ses performances étaient globalement meilleures que lui. Le truc, et vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, c'est que ça me semble plutôt normal. On a un pilote qui l'a depuis 3 saisons, qui progresse tranquillement, contre un rookie certes expérimenté dans d'autres disciplines, mais qui débarque dans un environnement totalement nouveau. Que Tsunoda batte De Vries n'était pas quelque chose d'acquis, bien sûr, mais j'attendais quand même qu'il soit meilleur que lui en début de saison, et ça, il l'a très bien fait. Par la suite, le bilan face à ses nouveaux coéquipiers est un petit peu plus mitigé. Liam Lawson a fait forte impression lorsqu'il a remplacé Ricciardo au pied levé, et le duel était assez serré entre les deux. En qualification, on est sur du 4-1 en faveur de Tsunoda, et en course par contre, c'est Lawson qui a l'avantage, 3-1 pour lui. C'est sans doute le plus gros point noir de sa saison. Le fait qu'un rookie soit à peu près au même niveau que lui sur 5 courses, eh bien ça tempère un petit peu son bilan cette saison finalement. Quant à son duel face à Ricciardo, eh bien difficile d'en tirer beaucoup de conclusions. Je pense que Ricciardo a plus de potentiel avec cette voiture, mais lui franchement, c'est monsieur malchance. D'abord, il se casse le poignet à Zandvoort, chose qui n'arrive absolument jamais, et ensuite il se prend en pneu sur son aileron arrière au Brésil. Mais genre, c'est quoi la probabilité que ça arrive, ça? J'ai l'impression que Ricciardo a tiré un petit peu plus de performance que lui, mais au final, le duel est plutôt serré entre les deux. En fait, je me pose une question. Quelle vision aurait-on de Tsunoda si Ricciardo avait commencé la saison à la place de De Vries? Ou même Lawson, s'il avait été son coéquipier d'entrée de jeu? Peut-être que ça aurait changé notre perception de sa saison. Sans aucune préparation, Ricciardo a été meilleur que lui à certains moments. Lui, vu son expérience en Formule 1, c'est quand même le minimum que j'en attendais. Mais Lawson a également pris l'avantage sur lui à plusieurs reprises. Dans ce genre de situation, encore une fois, il y a plusieurs lectures. Est-ce que Ricciardo et Lawson se sont bien adaptés à cette voiture, ou est-ce que Tsunoda aurait pu faire mieux?
De cette saison, j'ai quand même envie de retenir sa progression plus qu'autre chose. Il y a moins d'incidents en piste, il est plus régulier, et il a globalement répondu présent lorsque sa voiture avait le potentiel de marquer des points. Si je devais choisir un moment fort de sa saison, je dirais le Grand Prix du Brésil. Il se qualifie devant son coéquipier à 2 reprises et il inscrit des points en course sprint et en course principale. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je crois que c'était le meilleur week-end de sa carrière en Formule 1, à l'exception peut-être d'Abu Dhabi 2021, où il décroche une P4. Oui, je sais que vous l'aviez totalement oublié celle-là. Quant aux points négatifs de sa saison, il y en a plusieurs. Son Grand Prix de Hongrie est vraiment à oublier. Ricciardo n'avait jamais conduit la voiture et il fait mieux que lui d'entrée de jeu. On parle de Ricciardo, d'accord, il a un petit passif en F1, mais je m'attendais quand même à mieux de sa part. Au Japon aussi, Lawson fait une meilleure course que lui. Dommage que ça se passe comme ça à la maison, mais ça montre aussi que Lawson a vraiment fait du bon boulot. Globalement, la deuxième partie de saison de Tsunoda est à saluer. La monoplace s'est améliorée et il a su rapporter les points pour se rapprocher de Williams au classement constructeur. J'imagine qu'ils ont dû être satisfaits de son rendement du côté de Red Bull, et c'est pour cette raison qu'il a été prolongé. Alors la prolongation de Tsunoda est-elle méritée? Je pense que oui, parce qu'il a quand même offert de belles prestations cette saison, et que la progression tant attendue est enfin arrivée. Ça vaut le coup de le tester une année supplémentaire, il apporte les garanties nécessaires pour amener AlphaTauri vers le haut. Je pense qu'il y a un choix politique aussi. Vous connaissez les liens entre Red Bull et Honda, qui vont bien plus loin que l'aspect moteur. La marque japonaise veut absolument l'un de ses compatriotes en Formule 1, et si ce n'est pas une obligation inscrite dans leur contrat avec Red Bull, eh bien c'est quelque chose qu'ils souhaitent vraiment beaucoup. Lorsque Honda travaillera avec Aston Martin à partir de 2026, c'est très probable qu'un pilote japonais rejoigne l'écurie d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ce sera comme titulaire en F1, en réserve, ou alors en endurance? Aujourd'hui, je n'en ai aucune idée, mais c'est quasiment certain qu'il y en aura un qui fera partie du projet. Des pilotes japonais talentueux, il y en a beaucoup, mais évidemment Tsunoda apparaît comme le choix numéro 1 pour piloter une Formule 1 aujourd'hui. Après 2026 c'est loin, et si vous me demandez aujourd'hui, le duo Stroll-Alonso me semble impossible à déloger. En attendant, Red Bull et Honda continuent de travailler ensemble, et lui est une pièce fondamentale de cette collaboration. Au contraire de la plupart des autres écuries, Red Bull a choisi d'offrir à Ricciardo et Tsunoda un contrat d'1 an seulement. Pour Ricciardo, ça fait sens. Il vient de revenir en F1 et lui aspire à devenir pilote Red Bull, à juste titre. Si Perez n'est pas au niveau et que lui retrouve 100% de ses capacités, il peut aspirer au deuxième baquet Red Bull en 2025, voire avant. Tsunoda lui est dans une situation bien différente. Je me trompe peut-être, mais j'ai la sensation que peu importe ce qu'il fait, même s'il écrase Ricciardo l'an prochain, Red Bull est vraiment réticent à l'idée de le promouvoir dans l'écurie principale. S'ils l'ont gardé au lieu de placer Lawson chez AlphaTauri, c'est peut-être pour ne pas frustrer Honda, mais surtout parce qu'ils jugent qu'il peut encore leur être utile. Et là, je me demande vraiment c'est quoi le projet pour lui. Est-ce qu'il le garde sous le coude pour l'écurie principale, dans le cas où Perez et Ricciardo soient ultra décevants? Est-ce qu'il est là par défaut, parce que les jeunes pilotes de l'académie ne sont pas encore prêts à monter en F1? Ou est-ce qu'il est juste le pilote qu'Helmut Marko recherche pour accompagner Daniel Ricciardo, qui lui est censé guider l'équipe l'an prochain? C'est difficile à dire, mais tout ça m'amène à penser que la saison de Tsunoda en 2024 sera extrêmement intéressante à suivre. Disons-le, il est sur un siège éjectable, parce que Liam Lawson attend patiemment son heure. Pour conserver son baquet chez AlphaTauri une saison supplémentaire, il va devoir faire encore mieux que cette année. Je retiens plus de positifs que de négatifs pour lui cette saison au final, et c'est déjà un progrès par rapport aux années précédentes. Avec 3 pilotes sur 4 en fin de contrat la saison prochaine, le jeu des chaises musicales pourrait bien intervenir chez Red Bull. Et on souhaite à Tsunoda de continuer sur cette voie, pour faire rayonner le pays du soleil levant en Formule 1 encore un peu plus longtemps. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la saison de Yuki Tsunoda, s'il vous a impressionné, ou alors pas du tout, moi je lirai tous vos commentaires avec attention. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et de liker si ce n'est pas encore fait, et on va se retrouver dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!